Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un des romans événements de ce début d'année. Jean Telet fait paraître Entrer dans la danse, et Julia. Et cet après-midi, l'invité de Franck Ferrand, c'est Jean Telet. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous pouvez faire confiance à Jean Telet pour nous proposer des sujets inhabituels. En l'occurrence, donc, il s'intéresse de près et il nous passionne pour une étrange danse de Saint-Guy qui s'est emparée des habitants de Strasbourg. C'était en 1518. Et vous allez nous raconter cela dans un instant. Après quoi, Lorena Martin nous emmènera du côté de Strasbourg. Oui, j'ai cru comprendre qu'elle y avait déniché l'un des plus anciens hôtels d'Europe, quasiment contemporain des événements que nous allons revivre maintenant. Citons pour commencer une chronique alsacienne du début du XVIe siècle. Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit pendant 2 mois sans interruption, jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts. Vous avouerez que c'est un phénomène étrange qui est ainsi décrit. La ville de Strasbourg est la proie de cette sorte de folie collective pendant tout l'été de 1518. Dans les ruelles pavées de la ville, au milieu des façades à colombages, sur les places devant les églises, partout dans la ville, les Strasbourgeois se mettent à se trémousser, à danser. Oh, ce n'est pas une danse joyeuse, ça aurait plutôt quelque chose de sinistre. Et vu comme cela, c'est même carrément effrayant. Les danseurs se tordent, se déhanchent sans pouvoir s'arrêter. Ils sont en transe, les traits du visage contractés, raidis. Ils appellent à l'aide. Ils se trémoussent de douleur. Certains d'entre eux vont en effet, et c'est ce que nous disait cette chronique, danser jusqu'à succomber, jusqu'à s'écrouler littéralement morts de fatigue. D'après plusieurs chroniques, c'est par une femme que tout aurait commencé. Le 14 juillet 1518, une certaine Frau Trophéa, Frau c'est madame si vous voulez, nous sommes en Alsace, c'est elle, cette Trophéa, qui aurait ouvert le bal ce matin-là en sortant de chez elle. Cette jeune Alsacienne se met soudainement à se tortiller frénétiquement dans les rues de Strasbourg. Elle danse, si l'on veut. Ses sabots frappent les pavés en rythme, elle virevolte, elle élève les bras, sautille, se balance, fait tournoyer ses jupons. Il faut voir la façon dont Jean Telet raconte tout cela. Elle a le regard vague, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle est comme prise, comme possédée, si vous voulez, comme prise d'une espèce de transe. Et à la fin de la journée, après avoir dansé comme ça pendant des heures, frénétiquement, on la voit s'écrouler de fatigue, et dès le lendemain, à la seconde même où elle ouvre les paupières, Frau Trophéa se remet à danser, de nouveau secouée comme ça par des espèces de convulsions, la voix qui ondule de manière hypnotique. Les Strasbourgeois s'étonnent d'abord de son comportement, puis s'en amusent, puis commencent évidemment, au bout d'un moment, à se poser des questions, et les gens s'inquiètent, car le 3e jour, la Trophéa recommence. La danse prend possession d'elle, si je puis dire, tellement que ses pieds se mettent à saigner. On voit ses habits trempés de sueur, les traits de son visage se déforment sous la douleur. Elle est si fatiguée que ses mouvements désordonnés se font de plus en plus brutaux, furieux, comme si on la voyait lutter elle-même pour les faire cesser. Surtout, le plus étonnant, c'est qu'au fil des jours, d'autres personnes entrent dans la danse. D'abord 1 ou 2 badauds, puis plusieurs dizaines d'autres individus. Ils sont 30 fin juillet, ils sont une centaine au début du mois d'août, et le mouvement va comme ça se propager. Est-ce qu'on peut même parler d'une épidémie ? À la fin du mois d'août, ce sont quelques 400 personnes qui sont atteintes de ce que nous appellerions nous un syndrome. Hommes, femmes, enfants rejoignent ce cortège, cette transe collective avec évidemment une image terrible. Le spectacle est terrifiant. Les malades, comme emportés d'un même courant galvanique, se saisissaient par la main, formaient des chaînes immenses, tournaient à en mourir, écrit Jules Michelet. Les regardants riaient d'abord, puis, par contagion, se laissaient aller, tombaient dans le grand courant, augmentaient le terrible cœur. C'était comme un premier pas, un acheminement vers l'épilepsie. Les pieds des danseurs sont meurtris, bleuis par leurs mouvements. Des hommes, des femmes s'écroulent toujours plus épuisés. On les voit qui, même au sol, continuent à se tordre comme si un démon, si vous voulez, s'était emparé d'eux. Alors,
évidemment, on cherche des remèdes. Les autorités strasbourgeoises réunissent tout ce qu'on peut compter comme sages, comme médecins, et chacun a son explication. Est-ce que ce ne serait pas un mauvais alignement des planètes? À moins que, c'est un médecin qui avance cela, à moins que ce ne soit le sang trop chaud des danseurs. Ah, alors on retient cette hypothèse dans un premier temps. Les personnes atteintes par l'épidémie de danse, si je puis dire, auraient le sang trop chaud. Et pour conjurer le sort, il faut donc s'assurer qu'elle continue de danser. Alors on va réquisitionner la halle au Tanner à Strasbourg pour créer un espace de danse. On y installe des estrades, les autorités de la ville engagent même des musiciens professionnels pour accompagner les danseurs nuit et jour. En fait, ce n'est pas la musique qui donne envie aux danseurs de s'agiter, c'est leur agitation qui justifie la présence des musiciens. Vous avouerez que c'est quand même assez étonnant. On voit maintenant des tambourins, des viols, des cornemuses, qui sont là, toutes les percussions qui résonnent sous la halle au Tanner à longueur de journée devant une foule qui, évidemment, est de plus en plus possédée. On pourrait penser que la musique qui est venue accompagner les mouvements a plutôt eu l'effet inverse de celui qu'on attendait d'elle. L'épidémie va se propager de plus belle. Il y aurait même encore des morts parmi les danseurs, c'est ce que disent les chroniqueurs. Un chroniqueur, alors il faut toujours se méfier de ces sources très incertaines, mais un chroniqueur nous parle de 15 morts par jour. Bon, visiblement, ça n'était pas une question de sang chaud et ça n'est pas en faisant danser les danseurs qu'on arrangera les choses. On va donc rejeter cette hypothèse et les autorités vont faire démonter les estrades et même interdire de jouer de la musique. On va jusqu'à promulguer un arrêté interdisant à toute personne de danser, hormis pour fête de mariage, à condition de ne pas utiliser de tambour. On a compris que les tambours ne font qu'aggraver la situation. Alors, nos savants là sont toujours là, qui continuent de débattre, on cherche une explication. Il faut au plus vite trouver la cause de cette malédiction qui a l'air comme ça irrémédiable. Est-ce que toute la ville va finir par danser? Et si après tout les choses s'étendaient au-delà de la ville, à l'ensemble du pays et pourquoi pas à tout le continent? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez un phénomène d'hystérie collective. C'est très étonnant, cette manie dansante qui a eu lieu au Moyen-Âge. Nous sommes à Strasbourg en 1518. Oui, tout le monde se met, voilà, c'est ça, tout le monde se met à danser de manière assez frénétique. Est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes comparables dans l'histoire? Alors c'est un phénomène évidemment rare, mais qui n'est pas inconnu. Il y a eu des hystéries collectives. L'épisode de Strasbourg est sans doute le mieux ou l'un des mieux documentés, mais on connaît des épisodes du même genre à Kolbeck en 1017, à Erfurt en 1278, ou encore dans plusieurs coins de la Rhénanie en 1374. Ce sont des espèces de démences collectives, alors qu'on pourrait imputer à des intoxications céréales. Vous connaissez toute l'histoire de l'ergot de Seigle, etc. Je vais y venir d'ailleurs dans un instant. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une forme de transe collective. C'est assez différent. On pourrait établir un parallèle peut-être avec ce fou rire collectif complètement incontrôlable qui s'est emparé de la population en Tanzanie. C'était en 1962, tout était parti d'un pensionnat de jeunes filles. On a vu 3 fillettes qui se mettaient à rire sans qu'on sache pourquoi, et puis cette hilarité s'est propagée dans l'école d'abord, et puis petit à petit dans toute une partie du pays. Il a fallu fermer les écoles pendant 6 mois en Tanzanie en 1962. C'est étonnant cette histoire. C'est une histoire assez étonnante. Alors, le contexte dans ce genre de phénomène joue un rôle essentiel. Nous y viendrons tout à l'heure avec mon invité. Pour l'instant, nous sommes donc à Strasbourg en 1518, et on multiplie les hypothèses. Je vous parlais d'ergot de Seigle. Oui, c'est vrai que si le pain de seigle est contaminé par un champignon, ça peut provoquer des hallucinations, des spasmes, etc. Mais ça voudrait dire que tous les danseurs auraient mangé du même pain. Et puis pourquoi est-ce que des gens qui avaient l'air à peu près sains, même tout à fait sains, se mettent progressivement à se laisser entraîner comme ça par cette espèce de transe? Bon, si ce n'est pas une maladie due à un champignon, ça ne peut être qu'une punition divine, se dit-on. Et l'épidémie est certainement due à Saint-Guy. Nous y voilà, c'est la danse de Saint-Guy. Dans la légende populaire, on dit que Saint-Guy était un martyr aussi bien capable d'infliger certaines punitions que de soigner ceux qui l'invoquaient. Saint-Guy posséderait des pouvoirs en quelque sorte capables de soigner les danses convulsives. Et les reliques de Saint-Guy, de ce point de vue-là, sont très importantes. Ce serait lui qui aurait châtié les Strasbourgeois pour les punir de leurs péchés, et ce n'est donc que de lui que peut venir le salut.
pour les danseurs pris de toutes sortes de gestes démoniaques. Les autorités de la ville décident à ce moment-là d'envoyer les danseurs à Saverne, puisque dans cette ville, Saverne, c'est pas très loin de Strasbourg, à l'époque c'était une journée de marche, il existe une petite chapelle dédiée à Saint-Guy, justement, et on dira là une messe extraordinaire. On installe donc, comme on peut, les danseurs dans des chariots, vous imaginez, il faut les mettre de force, parce qu'ils continuent à bouger, à se tortiller. Et voilà cet exode, si je puis dire, qui commence en direction de Saverne. Des artisans strasbourgeois ont fabriqué un cierge géant à l'effigie de Saint-Guy. Chaque danseur a reçu sa petite croix et dans la chapelle, on célèbre la fameuse messe. Et là, soudain, nous disent, encore une fois des chroniqueurs, la cérémonie se révélerait efficace puisque comme par miracle, l'épidémie se mettrait, les agissements complètement erratiques des pauvres gens ont tendance à se résorber, aussi mystérieusement que ça avait commencé. Alors bien entendu, il faut rester très prudent à propos des sources de ces chroniques dont je vous parle, mais une grande partie des chroniques ont été écrites des années après les faits, donc il faut quand même les prendre avec méfiance. C'est le cas notamment de celle de Johannes Wencker qui est né en 1590. Donc là, je vous parle d'événements qui ont lieu en 1518. Et d'ailleurs, les descriptions qui sont données du phénomène divergent assez souvent d'un chroniqueur à l'autre. Néanmoins, il y a une convergence incontestable. Pendant les siècles qui suivent, un certain nombre de passionnés vont essayer de se pencher sur cet étrange phénomène, sur cette manie dansante, sur cette peste dansante en quelque sorte. Ce sont les Anglais qui parlent de dancing plague. On a continué donc de s'interroger sur la question. En 1526, un alchimiste suisse bien connu, nous lui avions consacré une émission il y a quelques années, Paracels, va se rendre sur les lieux pour enquêter, et c'est lui qui retrace le destin de Frau Tropea, vous savez, cette femme qui a été à l'origine de la danse. Elle n'avait même pas été mentionnée dans la plupart des chroniques à l'époque. Il baptise le phénomène choré, du grec choreia, et aujourd'hui encore, on parle en médecine de chorée hystérique ou de chorée de Sydenham, une maladie infectieuse du système nerveux qui provoque des mouvements involontaires. Un historien de la médecine, John Waller, s'est penché sur le phénomène là plus récemment, et lui aussi va dans ce sens-là. Nous allons essayer d'expliciter la chose. John Waller replace l'épisode dans un contexte, évidemment, c'est ça qui est très important. On est en pleine crise dans la Strasbourg de ce début du XVIe siècle, crise sociale, économique, culturelle, déjà religieuse. La maladie aurait été provoquée par les conditions psychologiques difficiles des habitants, mais aussi par les conditions matérielles extrêmement délicates dans lesquelles ils se démènent. Les Strasbourgeois avaient été frappés par une succession de famines du fait des sécheresses, d'inondations, de grands froids, etc., qui avaient détruit les récoltes de 1515 et 1517, ce qui fait que beaucoup souffraient de la faim. La syphilis également avait fait son apparition à Strasbourg, ainsi que la suette anglaise qui avait touché la ville en 1517. Vous voyez que la population sur laquelle s'abat notre phénomène n'est pas tout à fait neutre. C'est une population évidemment affaiblie. Et puis, à cette époque, les Strasbourgeois vivent dans une sorte de terreur, car on voit progresser chaque jour ces Ottomans qui sont allés faire le siège de Vienne et qui s'avancent vers Strasbourg. Et puis, donc, il y a sans doute une sorte de climat d'inquiétude. Enfin, les Strasbourgeois croient au châtiment divin. Ils sont persuadés, pour certains d'entre eux, d'avoir commis beaucoup d'excès. Et évidemment, ce serait un châtiment que Dieu leur enverrait. En somme, selon John Waller, en 1518, toutes les conditions, si vous voulez, sont réunies pour créer un climat propice à la naissance d'une hystérie collective. Alors, qu'est-ce qui a au départ conduit Frau Tropea à entrer dans cette espèce de danse démentielle ? Pour le savoir, le mieux, c'est encore de poser la question à Jean Telet, qui vient de se passionner pour cette affaire, qui lui a donné un prénom à cette Frau Tropea. Il l'a appelée Enline. Il imagine les tout premiers mouvements de sa danse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut le lire. Je vais vous le lire, c'est encore mieux. Les fesses sur un banc, près d'une presse de graveur, elle tapote longuement en rythme. Du bout des ongles, le rebord de l'appareil à imprimer, tap, 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 puis elle se lève. Laissant la porte de l'atelier ouverte, elle sort dans la rue, en sabots, Enline étend une jambe derrière elle, comme chaussée d'une ballerine,
et renverse son visage vers le ciel. La blonde pirouette et creuse ses reins, se penche très en avant en soulevant haut ses mains dont elle écarte les doigts. Elle fait un pas de côté, puis de l'autre. Les semelles en bois entrechoquent les immondices. Elle se lance dans un demi-tour, écartant ses bras qu'elle étend avec grâce, puis remue en un battement d'ailes de libellule. Bonjour Jean Telet. Bonjour. Alors, vous avez raconté cette histoire complètement incroyable. Je vois que tout le monde ouvre de grands yeux en régie, etc. C'est vrai que c'est une histoire assez inouïe. Vous l'avez racontée à votre manière, avec vos mots, avec votre ferveur, si je puis dire. Comment avez-vous eu connaissance de cette danse de Saint-Guy des Strasbourgeois en 1518? C'était il y a 2 ans. J'allais à la foire du livre de Brive dans un train qu'on appelle le train du cholestérol. Parce que c'est un train, c'est loin Brive. On ne boit pas que de l'eau dans ce train. On arrive à 9h dans le train. À 9h30, il commence à vous servir des petits apéritifs de la Corrèze ou du Lot. Avec un peu de foie gras. Avec des alcools, et puis arrivent les foie gras, tout ça. À 11h30, tout le monde en est à la vieille prune de Souillac. et tous les écrivains sont un tout petit peu pas en forme. Quoi. Oui. Et on est bien ensuite pour signer à Brive. Hein. J'étais dans ce train quand je vois un jeune homme qui s'appelle Julien Bisson, qui était le rédacteur en chef du magazine Lire. Il vient me voir et il me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ?» Je le regarde, je vois qu'il a les yeux brillants. Je me dis « C'est le mec le plus bourré du train. » et il me dit « Parce que j'ai entendu 2-3 mots là-dessus. » Je me suis aussitôt dit « C'est un livre pour Jean. » Je me dis, je vais le laisser dessouler. Mais le soir, quand même, dans la chambre d'hôtel, je vais sur Internet et je tape Strasbourg 1518 danse et je tombe sur la chronique que vous avez lue tout à l'heure et je me dis, mais bon sang, c'est vrai. Et alors, aussi sec, je suis parti à la recherche de documentation et je me suis dit, mais je vais raconter cette histoire, effectivement. Vous êtes allé sur place à Strasbourg, voir les lieux, bien sûr. Je suis allé plein de fois sur place à Strasbourg. D'ailleurs, à Strasbourg, cette année, je crois que ça va être en septembre, au musée de l'œuvre Notre-Dame, qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Ils vont faire une grande exposition pour raconter l'histoire de cette danse qui n'est jamais arrivée avant et qui n'est plus jamais arrivé après. Parce que tout à l'heure, on a connu des moments d'hystérie collective, oui, mais les gens ne dansent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se secouent pas voilà. Comme ça. Et soit c'était des crises de feu de Saint-Antoine, ce qu'on appelle l'ergotisme, à cause de la moisissure de seigle, quand ça se retrouve dans du pain. La moisissure de seigle, c'est le LSD à l'état pur. L'ergot de seigle. Hein. Voilà. Derrière, le LSD, c'est une reconstitution de la moisissure chimique de la moisissure de seigle. L'évêque, évidemment, a dit c'est une danse de Saint-Guy. Mais ça peut pas être ça non plus, parce la danse de Saint-Guy n'est pas une danse. C'est des secousses nerveuses. Et tandis que là, les gens à Strasbourg dansaient vraiment. Ils faisaient des ronds, des farandoles, des caroles, des tresques, la danse des cigognes. Ils dansaient ensemble, et des vraies danses. Et ils dansaient à en mourir. Et on sait par exemple qu'il y a une femme qui a rejoint et que tout ça c'est dû à la misère totale où ils en étaient. Il faut savoir que les Strasbourgeois, les femmes, quand elles avaient un nourrisson qu'elles avaient fini d'allaiter, allaient au pont du Corbeau jeter leur enfant à la rivière. Parce que de toute façon, elles ne pouvaient plus le nourrir. Il n'y avait plus rien à manger à Strasbourg. Revenons un peu sur le contexte. J'en ai dit un mot, mais ce contexte du début du XVIe siècle à Strasbourg est particulièrement difficile. Nous sommes dans une ville qui ne s'alimente plus, ou en tout cas plus de façon satisfaisante. Il n'y avait plus un chat, plus un chien, plus un rat, plus une souris à Strasbourg. Quasiment comme pour un siège, bouffé, en fait. Oui. Tout avait été bouffé. Il aurait tout tombé sur la gueule à Strasbourg. Il aurait même tombé une météorite au sud de Strasbourg. Tout d'un coup, il y a eu une crise de naissance de Siamois. Et alors là, les gens n'avaient jamais vu ça. Ils disaient, mais des enfants qui naissent soudés par le front, est-ce que Dieu est devenu fou ? En plus, arrivait, comme vous le disiez tout à l'heure, quelques mois avant, une nouvelle religion. Arrivait la réforme, ce qu'on allait appeler le protestantisme. Et tout leur tombait sur la gueule, ils ne comprenaient plus à rien. Et les gens, les femmes, quand elles balançaient pas leur baume à la rivière, il y avait plein de couples qui les mangeaient.
leurs enfants. Parce qu'ils en étaient arrivés là. Et au bout d'un moment, et en tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'il y a une femme qui a rejoint les danseurs et qui s'est mise à danser elle aussi, en disant une phrase que j'aime bien, elle a dit « On n'a plus rien, alors on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de cette épidémie dansante à Strasbourg. C'était en 1518 et c'est une émission qui vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment très nombreux, soit à poser des questions, soit à tout simplement réagir, comme Léon qui nous dit « Je suis alsacien et je découvre avec grand étonnement cette drôle d'histoire aujourd'hui. » Histoire racontée par Jean Telet, qui est votre invité, Franck, l'écrivain Jean Telet, qui est l'auteur d'Entrée dans les danses, paru chez Julliard. Nous avons des Alsaciens aussi dans la régie aujourd'hui. Est-ce qu'en Alsace, cette affaire est connue ? Mais non. Et même à Strasbourg, il y a très peu de gens qui connaissent cette histoire. Et elle n'est pas, alors qu'elle devrait être célébrissime, cette histoire. Mais tout a été étouffé par le clergé. Parce que le clergé s'est tellement mal comporté en 1518. Si vous voulez, on va y revenir. Ouais. On va y revenir à cette attitude du clergé, parce que c'est la grande explication, c'est ce que vous expliquez, ce que vous livrez dans ce livre, et c'est fondamental. Mais avant cela, nous avons dit que la population était en mauvaise passe, qu'il y avait des crises frumentaires terribles, qu'il y avait des famines, etc. N'oublions pas aussi un certain nombre de maladies qui s'étaient répandues. Ils ont eu la peste, la lèpre, la fameuse suette anglaise qui a débarqué. Vous chopez ça, 2 jours après, vous êtes mort. La syphilis qui est arrivée dans un quartier qu'on appelle encore à Strasbourg la Petite France. En fait, c'est les mercenaires français qui, revenant des guerres d'Italie, sont arrêtés à Strasbourg. C'était un quartier de Strasbourg où il y avait des étuves et des putes, et puis donc ils ont filé la syphilis qu'ils ont rapporté d'Italie, ça s'est répandu dans toute la ville. Ils ont eu toutes les maladies et jusqu'à cette une dimension qui fait presque penser à l'apocalypse d'une certaine manière. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Les gens étaient complètement paumés, ne comprenaient plus rien à rien, et donc au fin fond du désespoir, et ils ont réagi de façon tellement c'est intéressant singulière. Parce qu'on peut toujours établir des parallèles entre différents épisodes de l'histoire, mais il y a un peu plus de 8 jours, nous parlions de la révolte d'Étienne Marcel à Paris, qui somme toute succédait de peu d'années à la terrible peste de 1348-1350, qui s'était répandue sur l'ensemble de l'Occident, et on avait déjà atteint à ce moment-là une sorte de fond du gouffre. Eh bien, ce que vivent les habitants de l'Alsace et les Strasbourgeois tout particulièrement dans ce premier quart du XVIe siècle, c'est un peu le même genre de situation, faut le dire. Et alors, vous prenez un personnage, celle par qui la danse arrive, si je puis dire. Cette Henneline, c'est vous qui lui avez trouvé ce prénom ? On ne connaît pas son prénom. Et moi, j'ai décidé de la surnommer Henneline parce que c'était le prénom de la femme de Gutenberg, qui était alsacienne. Et c'était un prénom commun à l'époque à Strasbourg. Donc voilà, j'avais besoin qu'elle ait un prénom. Alors, on va dire Henneline Trophéa. Que lui est-il arrivé ? On arrive quand même à cerner un peu mieux son cas, parce que c'est celle qu'on met en avant dans cette affaire. On sait que le vendredi 12 juillet 1518, vers midi, elle est sortie de chez elle avec un nourrisson dans les bras. Il y avait une canicule, elle met la main en visière pour le protéger du soleil. Elle passe à côté dans un marché vide où il y a des gens pauvres, désespérés, qui frappent à des portes d'église qui s'ouvrent pas. Ça fait du bruit. Elle bouche les oreilles de son enfant. Il va pour pleurer. Elle pose un doigt sur ses lèvres. Elle arrive au pont du Corbeau. Elle le balance à la flotte. Elle revient chez elle, comme ça. Son mari lui dit alors, tu l'as fait ? Elle répond oui. C'est le seul mot qu'elle dira du livre d'ailleurs. Et son mari lui dit... Mais c'est un mot court, mais chargé d'infiniment de douleur. Et son mari lui dit, mais tu sais que de toute façon, tu n'avais plus de lait, on n'aurait pas pu le nourrir et tout. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle sort dans la rue. Et on sait qu'en face, mais vraiment en face, rue du Jeu des Enfants, il y avait un couple de tonneliers, Jérôme et Attal Guebwiller, qui étaient à table avec entre eux un plat à l'intérieur duquel il y a une carcasse, les restes d'une carcasse grillée de petites filles, leurs petites filles, qui viennent de manger.
Et la mère est toute brune, toute famélique. Elle prend un éclat de tibia, et puis comme un cure-dent, et entre les dents, elle retire un petit bout de chair de sa fille. Son mari la regarde, il dit mais on en est arrivé où? Et on sait que là, il est allé sur le pas de la porte, qu'il a vu une Trophéa dans la rue qui dansait. Il l'a rejoint et s'est mis à danser avec elle. D'autres gens qui étaient dans des situations effroyables comme eux se sont approchés et se sont mis à danser. Et c'est comme ça que la danse est devenue contagieuse, d'abord dans la rue, dans ce quartier-là, puis dans tout Strasbourg. On peut parler d'une danse du désespoir, d'une ben certaine manière. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. J'avais entendu à la radio que, par exemple, à Alep, en Syrie, une journaliste qui racontait qu'elle était arrivée dans une maison à moitié écroulée et où il y avait un tas de gravats avec des corps d'enfants morts et au milieu une femme toute seule qui dansait. Que cette journaliste dit, il faut pas qu'elle... de folie du désespoir. Il faut pas qu'elle se prenne les murs sur la gueule. Elle a voulu la faire sortir. La femme a refusé la main et a continué à danser. Ivre, en quelque sorte, on pourrait dire ivre de misère. Mais voilà, mais c'est exactement mais ça. alors, on peut imaginer que 12, 20, je ne sais pas, 30 personnes dans Strasbourg à l'époque soient dans cet état d'extrême désespoir. Mais comment expliquer que ça se propage dans de telles proportions? 100, 200, 400 personnes? C'était vraiment comme une contamination, et c'était une contamination visuelle. C'était une transe, donc. Même les gens plus riches, ils voyaient les gens danser, et tout d'un coup, ils avaient des secousses dans les épaules, dans les jambes, et sans même pouvoir y réfléchir, ils s'approchaient et ils se mettaient à danser et ils ne pouvaient plus jamais s'arrêter. En plus, ils avaient la parano, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, la parano de se faire attaquer par les Turcs. Oui. Persuadés que les Turcs allaient venir... On pensait que l'ennemi était aux portes, voilà, quasiment. Et que les Turcs allaient les bombarder à coups de barriques de purin. Et en plus, il y a eu une rumeur qui disait que la boisson préférée des Turcs, c'était le sang des danseurs. Les danseurs, en apprenant ça, ils dansaient encore plus et tout. Et à tel point qu'à Strasbourg, ils ont dû, sur l'esplanade de la cathédrale, faire mettre une cloche qu'on appelle la cloche des Turcs pour prévenir de quand les Turcs allaient attaquer. En fait, les Turcs ne sont jamais venus à Strasbourg. Moi, je me suis amusé à taper Strasbourg et Turcs sur Internet et je suis tombé que sur des adresses de kebab. Donc finalement, ils sont arrivés, les Turcs. Mais c'est pour donner à manger des kebabs. Il est assez rare qu'on parle des adresses de kebab sur Internet, mais grâce à Jean Telet, nous l'avons fait au cœur de l'histoire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de cette épidémie dansante à Strasbourg en 1518. Et comme le dit Claire sur la page Facebook au cœur de l'histoire, c'est une magnifique émission menée comme une enquête vers l'explication de ce mal mystérieux. Bravo et merci à vous, Franck et Jean Telet, qui est votre invité. Il est écrivain et auteur d'Entrée dans la danse, paru chez Julia. Oui, et ce livre nous entraîne, nous aussi, dans cette sorte de danse de Saint-Guy. Alors, on va parler de Saint-Guy, justement, dans un instant. Un mot peut-être avant cela de la dimension religieuse de l'affaire. On est aussi dans une période de grande crise religieuse, il faut le dire. Et alors, le clergé donc s'est extrêmement mal comporté. C'était au moment où on construisait la basilique Saint-Pierre de Rome et où Léon X, un Médicis, avait décidé que si les gens donnaient de l'argent, c'était des indulgences, les indulgences, c'est-à-dire qu'on gagne en payant, on achetait des années de purgatoire ou des temps d'enfer. On allait plus vite au paradis, disons. Voilà. Et donc le clergé abusait des gens et voulait absolument qu'ils donnent de l'argent, alors qu'ils en avaient plus du tout, ils avaient plus rien à bouffer. Et les menaçait, si ils donnaient pas d'argent, de les faire enterrer sur une colline qui était hors des remparts, qui est la colline du Bourreau. Et là, c'était le seul endroit où la terre n'était pas bénie. Donc c'était l'enfer à perpétuité. Donc, est-ce qu'on ne peut pas supposer qu'un certain nombre des chroniqueurs qui, des décennies après les événements, relatent ce qui s'est passé en 1518, étant eux-mêmes devenus protestants entre-temps, ont tendance à noircir un peu le tableau du clergé catholique? Non, je crois même le contraire. C'est que c'est le catholicisme qui a essayé d'étouffer l'affaire en la minimisant et l'idée de l'évêque, parce qu'à un moment le maire
qui s'appelait Andreas Dragenfeld, qui était le maire et le chef du gouvernement, parce que Strasbourg, c'était une ville libre à l'intérieur des remparts. C'était pas en France, c'était dans le Saint-Empire romain germanique. Il battait monnaie, et donc le maire était en même temps le chef du gouvernement. Il détestait l'évêque Guillaume de Hohenstein, qui était un prince. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que c'était une république, parce qu'il y avait que les bourgeois qui pouvaient être à la tête de la ville, et c'était tous les ans, c'était renouvelé. C'était un membre de chaque corporation, constituer les échevins, en fait. Les métiers de bouche, les métiers de l'orfèvrerie, les machins, tous les ans. Et ce Andreas Dragenfeld, il me fait rire, parce que vraiment, il est tombé maire de la ville pile l'année où il fallait pas. Que des emmerdements. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le moment pour prendre la responsabilité. Mais non, et à un moment, quand il y avait il a fait convoquer son grand conseil où il y avait l'évêque et puis les médecins, il demande, il dit, mais c'est quoi là, ce qui nous arrive là? C'est surnaturel, c'est naturel. Alors évidemment, l'évêque, il fait, c'est surnaturel, c'est une punition divine, il faut qu'ils aillent tous prier Saint Guy et ça les guérira. Il avait même d'autres idées, il disait, faut faire fabriquer des chaussons en fer blanc et en fer et les chauffer à blanc, ça les calmera et tout. Les médecins, eux, ça leur passera l'envie de danser. Voilà. Les médecins, eux, ils disent, non, c'est naturel. On n'a jamais vu cette maladie sur Terre. On a lu Hippocrate, tous les médecins grecs et tout. Ils n'en font jamais mention. On ne sait pas ce que c'est comme maladie, mais en tout cas, on sait que c'est une fièvre. Et donc, plutôt qu'essayer de les arrêter de danser, faut les faire danser, parce qu'une fièvre, ça s'en va avec la sueur. Mais ça a l'effet contraire de ce qu'on pouvait espérer. C'est-à-dire que quand on organise des orchestres, si l'on peut dire, pour accompagner ces danseurs, ça ne fait qu'aggraver le phénomène. Mais bien sûr, oui. Et ce qui était drôle, donc, c'était derrière la cathédrale où ils avaient installé ce dance floor et tout. Et puis ils avaient en 1518. Ils avaient mis des chaînes en travers des rues pour pas que les gens s'approchent, pour pas qu'ils soient contaminés. Les mendiants de la ville, s'approchant des chaînes, ils disaient, mais il se passe quoi là-bas? Parce que on donne à manger aux gens, parce que la ville avait décidé de donner à manger aux danseurs. Alors les mendiants, tout d'un coup, ils sont mis à remuer en disant, oh là là, je sais pas ce qui m'arrive, je danse, hop, pour bouffer. Pour passer de l'autre côté des chaînes. Les soldats qui gardaient les danseurs qui étaient derrière les chaînes, à force de jour et de nuit à les regarder, au bout d'un moment, ils sont mis à remuer du cul et ils sont mis à danser aussi. En fait, c'est un phénomène de transe, comme on peut en constater dans beaucoup de civilisations. C'est-à-dire et ça, c'est contagieux par essence. Oui, c'est vraiment une mal. Et tout le monde disait, oh putain, alors les Turcs, quand ils vont nous attaquer, ils vont se marrer quand ils vont voir les soldats faire la chenille sur les remparts et tout. Et donc c'était une situation folle. On organise donc une grande procession à Saverne. Alors voilà, le Andreas Dragenfeld, au bout d'un moment, essaye plein de solutions, rien ne marche. Au bout d'un moment, il dit, bon allez, je refile l'affaire à l'évêque. À l'évêque, lui, il a réglé le problème. Il a dit, on va faire une grande procession pour aller au col de Saverne, à la grotte de Saint-Guy. Là, il y a eu 60 chariots. On sait qu'il y a eu 60 chariots. Il y avait 35 personnes. Il fallait déjà arriver à faire monter tous ces gens là-dedans. Donc, ça fait à peu près 2000 personnes. Ils sont partis comme ça à Saverne. Et là, dont on peut être à peu près sûr, c'est qu'à un moment, les curés qui les accompagnaient ont renversé les chariots dans les ravins. Ils avaient, comme vous disiez tout à l'heure, les cierges à l'effigie de Saint-Guy enflammés. Ils ont tout balancé au fond de la vallée et tout le monde a été cramé. C'est une hypothèse, ça? C'est plus qu'une hypothèse, parce que John Waller, dont vous parliez tout à l'heure, dit, en tout cas, donc l'évêque a organisé un pèlerinage à Saverne et on n'a plus jamais entendu parler de danseurs à Strasbourg. Il dit, on pourrait imaginer que Saint-Guy ait fait un miracle. Il dit, on nous demande de croire qu'ils ont été guéris par Saint-Guy. Et Michelet, dont vous parliez aussi tout à l'heure, dit à peu près la même chose. Et il termine en disant, en tout cas, ce dont on peut être certain, c'est qu'il y eut un autre remède, qu'il écrit entre guillemets, un autre remède dont on ne voulut pas parler. Et le remède, c'est qu'on leur a foutu le feu à tous, et puis comme ça a été réglé. Et la seule qui n'a pas été dans ce convoi, c'est Lynn Trophéa. C'est d'ailleurs la seule qui a rencontré Paracels. Quand il a cherché à rencontrer d'autres danseurs, il n'en a trouvé aucun, et pour cause, ils avaient été tous cramés. On va revenir dans un instant sur l'enquête, justement, menée par Paracels lui-même. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
Avec de nombreux messages aujourd'hui, car vous recevez Jean Telet, l'écrivain, qui est l'auteur d'Entrée dans la danse, paru chez Julliard, et qui est un livre qui nous raconte cette épidémie dansante à Strasbourg en 1518. Et vous le disiez, Jean Telet, il y a peu d'Alsaciens qui connaissent cette histoire, et Christine nous le confirme. À ma grande stupéfaction, je découvre cet épisode de notre histoire alsacienne. Bravo à vous pour votre émission, et bien évidemment à Jean, dont j'ai lu tous les livres, et je ne manquerai pas de lire celui-ci. Oui, on peut lire Entrée dans la danse. Entrez à votre tour dans la danse, chère Bien auditrice. sûr. Alors, venons à Paracels, personnage très intéressant, l'un des esprits les plus curieux de son temps. C'était Fondateur de la toxicologie. exactement, on peut dire que c'est un très très grand pharmacien, avec de grands guillemets. Il n'était pas tout à fait apothicaire, il était en tout cas tout à fait alchimiste, ça oui. Il vient faire lui-même une enquête sur place. Oui. Et il veut rencontrer les danseurs. Et il n'en rencontre aucun. Il rencontre que Enline Trophéa, qui n'a plus dit un mot. Du moment où elle a balancé son môme à la rivière, elle a quasiment perdu la parole, voilà. on va dire. Et donc il a rien pu savoir. Et il se disait, mais ils sont où les danseurs? Et on leur disait, ils sont morts parce qu'il est arrivé 9 ans après. Oui. Alors Michelet, on citait Michelet, il est sans doute celui parmi les grands historiens qui remet ce sujet sur le devant de la scène. Il a cette phrase que vous avez citée, ce dont on peut être certain, c'est qu'il y eut un autre remède dont on ne voulut pas parler. Cet autre remède, dit-il, c'est le crime, c'est-à-dire qu'on aurait tué les danseurs. Mais n'oublions pas que Michelet, lui aussi, est protestant. Et pour s'en remettre à la science, si je puis dire, il faut attendre John Waller. Oui, qui dit un peu la même chose. Et si l'évêque a fait ça, c'est parce que arrivait le protestantisme. Et le protestantisme disait que les saints, tout ça, la Vierge Marie, tout ça, c'était que des conneries, tout ça. Et donc surtout les reliques et les miracles des reliques, qui étaient contestés par les. À la cathédrale de Strasbourg, il y avait une relique que je trouve formidable. C'était une goutte de lait de la Vierge. Mais oui, mais il y en avait alors beaucoup ça, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qui a pris une goutte de lait de la Vierge et comment il l'a gardé un millénaire et demi. Enfin, on prenait vraiment les gens pour des cons. Et en tout cas, donc, ce qu'il fallait faire croire à la population, c'est que les danseurs allaient voir Saint-Guy et hop là, Saint-Guy les guérit tous. Pour dire que, voyez, les protestants, ils ont tort et tout. Et c'est pour ça qu'il a fait ça, ce Guillaume de Hohenstein. Oui. Vous pensez donc que John Waller a définitivement donné une réponse aux questions qui se posaient sur le phénomène de 1518 ? Il est moins catégorique que moi, mais on sent que ça lui brûle les lèvres, qu'il a envie de dire... Pour ce qui est de la résolution du problème. Oui. Mais pour ce qui est de son avènement, pour ce qui est de son occurrence. Il met ça sur le compte de la misère totale. Du contexte, beaucoup. Quand on est au fin fond du désespoir, je le redis, quand on a balancé son môme à la rivière, quand on a bouffé ses gosses. Il y avait aussi des scènes de coprophagie. Les gens allaient autour des hôpitaux de lépreux et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas de latrine, donc on balançait les merdes par les fenêtres. Les gens étaient en dessous à récupérer la merde de lépreux et bouffer ça, quoi. Ils en étaient là. Quand on est au fin fond du désespoir, paf, on peut partir dans n'importe quoi. Et même dans une danse. Nous sommes là loin de l'image extrêmement relevée qu'on peut avoir de Strasbourg avec sa sublime cathédrale, avec Strasbourg, chef-lieu des éditeurs de l'époque. On est au tout début de cette imprimerie. C'était genre 25 ans après l'invention de l'imprimerie. Ouais. Et dans une ville où les imprimeurs sont nombreux, où les élites culturelles sont parmi les plus brillantes d'Europe. Mais oui, mais ça a été une ville magnifique avant Strasbourg. On l'appelait la perle républicaine. C'était la Venise du Nord, tout le monde était fasciné par cette ville. Et en 3 ans, cette ville est tombée au fin fond du désespoir. Merci beaucoup, Jean Telet. C'est moi qui vous remercie. Votre épidémie dansante s'intitule « Entrée dans la danse ». C'est donc publié chez Julliard. Chaussez vos ballerines. Oui. Alors là, je pense qu'on va surtout danser pieds nus et en s'écorchant les pieds si je m'en remets à ce que vous nous racontez. Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Après avoir parlé depuis 14 heures de cette épidémie de danse à Strasbourg en 1518, il est temps d'aller sur place au cœur de la capitale alsacienne à Strasbourg avec Lorena Martin. Juste avant cela, nous avons un message de Joël sur europe1.fr qui dit qu'elle est alsacienne, qu'elle habite Saverne et qu'elle ne connaît pas la chapelle Saint-Vie. Elle connaît la chapelle Saint-Vie mais pas Saint-Guy. Voilà, c'est ça. C'est la même chapelle. C'est le même. Une chapelle troglodytique. Mais c'est le même. Voilà. Donc c'est bien la chapelle Saint-Guy. Ouais. Voilà, Joël. Vous le saurez maintenant pour vos futures balades. C'est bien la même. Alors, Lorena, vous nous emmenez dans un hôtel qui a été bâti quelques années seulement après les faits que nous avons racontés en 1528. Oui. Ça s'appelle la Cour du Corbeau. C'était un relais de poste qui se dénommait Zum Rappen, qui signifie au cheval noir en alsacien. Et avec le temps et les déformations liées à l'allemand, c'est devenu Zum Raben, au corbeau, puis Rabenhof, cour du corbeau. Et au rez-de-chaussée, les chevaux étaient accueillis et à l'étage, vous aviez l'hébergement. Oui, donc c'était une auberge. C'était une à auberge, l'époque, exactement. c'est classique. Et l'hôtel reste ouvert pendant plus de 3 siècles et ne ferme ses portes qu'en 1854. C'est l'un des plus anciens hôtels d'Europe, mais aussi un des plus beaux ensembles architecturaux de la Renaissance, avec les pans de bois qui font assez rêver. Et il est classé monument historique aujourd'hui. Donc cet hôtel a servi pendant plus de 3 siècles. Il a reçu, j'imagine, pas mal de bons Beaucoup de personnalités tous les grands voyageurs. célèbres. Strasbourg, c'était la porte du royaume de France. Oui, l'empereur d'Allemagne, Joseph II, ou le roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui souhaitait y rencontrer Voltaire. Et peu avant la fermeture de l'hôtel, c'est la verrerie Haute-Frère qui a occupé une partie des bâtiments. C'était des peintres verriers très réputés à Strasbourg. Ils ont occupé les lieux pendant plus de 130 ans. Et ensuite, les lieux sont restés à l'abandon pendant de nombreuses années, avant d'être rénovés dans les années 2000. Les façades et les balustres en bois sculptés ont été restaurés et il y a même l'inscription historique de l'établissement gravée dans le bois qui a été retrouvée. Et 55 ans après sa fermeture, l'hôtel rouvre en 2009. Il y a une soixantaine de chambres, des chambres avec une belle hauteur de plafond ou mansardées, avec du mobilier ancien, des matériaux variés, du bois, de la pierre, du grès des Vosges. Et certaines chambres donnent sur la cour intérieure, sur un jardin privatif, sur la cathédrale ou sur les toits de Strasbourg. Et au petit déjeuner, les photos, ça a l'air très beau. Hein, c'est magnifique, vraiment. Au petit déjeuner, vous avez toutes les spécialités alsaciennes comme le Kuhgloff, le bretzel. Le goûter se déguste dans les anciennes écuries, au beau jour en terrasse, et l'hôtel propose aussi des visites de la cour du Corbeau assez insolites et inédites avec un guide, et la visite se termine par un goûter alsacien. Eh bien, il va y avoir du Kuhgloff Non, le Kuhgloff, c'est seulement une seule journée par semaine, je crois, si je ne m'abuse. Bon, c'est pour le week-end. Ne pas en abuser. Nous reviendrons sur toutes ces traditions alsaciennes assez bientôt d'ailleurs, dans une émission spéciale sur Europe 1. Merci beaucoup, Lorena Martin. Avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, vous nous proposez un retour aux origines sur une formule. Écoutez cette phrase. Je me suis mise à la disposition des événements et pourvu que je restasse français, tout me convenait. Talleyrand. Ah, c'est le prince de Talleyrand qui a dit ça. Oui, bien sûr. Je me suis mise à la disposition des événements. Mais y a-t-il définition plus terrible du pragmatisme politique? Pourvu que je restasse français, tout me convenait, et c'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on sait que Talleyrand, du Directoire à la monarchie de Juillet, a servi à peu près tous les régimes, 9 si je ne m'abuse. Alors, on trouve cette formule dans ces fameux mémoires qui ont été beaucoup commentés. Au moment où l'on rédige pour lui ces mémoires, Talleyrand est un peu sur la fin et il est en train de vouloir se réconcilier avec l'Église. Lui qui a été évêque, vous savez, il a l'intention de blâmer les excès du siècle auxquels il a eu le malheur de participer, nous dit-il. Ce qui explique peut-être pourquoi il est relativement honnête dans la formule. Honnête, certains diront cynique, un cynisme dénoncé par Victor Hugo qui disait de Talleyrand qu'il déshonorait l'esprit par la bassesse. Vous avez cette magnifique anecdote, vous savez, où on voit le cerveau de Talleyrand après l'autopsie qui finit au caniveau devant son hôtel Saint-Florent. C'est assez horrible. Alors, c'est vrai que l'ambition aura été le moteur de Talleyrand pendant toute sa vie, et c'est vrai qu'il aura constamment essayé de s'adapter, comment dit-il, de se mettre à la disposition des événements. Mais oui, quelques preuves de cet esprit pragmatique de Monsieur de Talleyrand, pragmatique, certains diraient carrément machiavélique. Il disait: on connaît dans les grandes cours un autre moyen de se grandir, c'est de se courber. Il disait aussi, en politique, il n'y a pas de conviction, il n'y a que des circonstances.
Et le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie, disait aussi Monsieur Talleyrand. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.